au sein de ce livre. Par exemple, en mêlant le passage romancé avec des extraits de magazines, interviews, citations authentiques ou inventées. Parfois on ne sait plus en fait si ce qu'on va lire est une information vraiment authentique ou non. C'est au lecteur de se faire sa propre idée de ce qu'il interprète. Parfois on retrouve des pages où il y a très peu d'écriture, il y a 2-3 lignes, et la page suivante pareil, c'est une grande page blanche avec quelques mots à lire, ce sur une quinzaine de pages. Parfois il faut retourner le livre pour lire la phrase que l'auteur a notée à l'envers. Parfois il y a des mots qui sont rayés sur toute une page, qui sont en rouge. Et aussi la particularité du livre, c'est que chaque fois qu'il y a écrit le mot maison, il est écrit en bleu. Par exemple là, sur le brochet, on voit que maison est écrit dans une autre couleur. Ça fait bleu mauve. Durant ma lecture, je n'ai lu que des pages, on va dire normales. Donc je vais essayer de trouver quelques pages pour montrer. Par exemple ici,
si souvent que je devrais y être habituée maintenant. Mais non, personne ne s'habitue vraiment au cauchemar. Pendant un moment, j'ai essayé tous les médocs inimaginables, tout ce qui pouvait maîtriser la peur. Excédrine, mélatonine, L-tryptophane, Valium, Vicodin. Presque tous les membres de la famille des barbituriques. Une sacrée liste. Souvent mélangée, toujours accompagnée de shots de whisky, de quelques bouffées de bong qui décapent, et parfois même des vapeurs artificieuses de la cocaïne. Tout ça pour rien. Je pense pouvoir affirmer avec certitude qu'il n'existe pas encore de labo assez sophistiqué pour faire la synthèse du genre de produits chimiques dont j'ai besoin. Un prix Nobel à celui qui inventera ce truc. Je suis si fatiguée. Le sommeil me harcèle depuis je ne sais plus combien de temps. C'est inévitable, je suppose. Ce qui est triste, c'est que je ne suis pas chaud à l'idée de m'y mettre. Je dis triste parce qu'il fut un temps où j'aimais vraiment dormir. En fait, je dormais tout le temps. C'était avant que mon ami Lude me réveille à 3 heures du matin pour me demander de passer chez lui. Qui sait si je n'avais pas entendu la sonnerie du téléphone? Peut-être que tout serait différent aujourd'hui. Je pense pas mal à ça. À vrai dire, Lude m'avait parlé de ce vieux environ un mois avant cette nuit décisive. Est-ce bien le mot? Incisive conviendrait mieux, non? J'étais passée par les affres de la recherche d'appartements, suite à un petit problème avec un proprio qui s'était réveillé un matin, convaincu d'être Charles de Gaulle. Sa déclaration m'avait tellement surpris qu'avant même d'y réfléchir à 2 fois, je lui avais répondu qu'à mon humble avis, il n'avait absolument rien d'un aéroport, même si la perspective d'un 757 en train d'atterrir sur lui n'était pas désagréable. Sur ce, il m'a expulsée. J'aurais pu protester, mais l'endroit était une vraie maison des fous, et j'étais content de partir. Une semaine plus tard, Charles de Gaulle brûlait la baraque du sol au plafond. Il dirait à la police qu'un 757 s'était craché dessus. Pendant les semaines qui ont suivi, alors que je squattais entre Santa Monica et Silver Lake à la recherche d'un appartement, Lude m'a parlé du vieux qui vivait dans son immeuble. Il habitait dans un appartement au rez-de-chaussée qui donnait sur une grande cour envahie par la végétation. Apparemment, le vieux avait dit à Lude qu'il allait bientôt mourir. Je n'y avais pas trop fait attention, même si ce n'est pas exactement le genre de truc qu'on oublie non plus. Sur le moment, j'ai simplement pensé que Lude me faisait marcher. Il adore en rajouter. J'ai fini par me dénicher un studio à Hollywood et j'ai retrouvé une routine abrutissante en tant qu'employée dans un salon de tatouage. C'était fin 96. Les nuits étaient froides. J'essayais d'oublier une femme du nom de Clara English qui m'avait annoncé vouloir sortir avec un type situé au sommet de la chaîne alimentaire. Du coup, je manifestais mon infatigable dévotion à sa mémoire en contractant un grave béguin pour une stripteaseuse qui s'était tatoué un petit lapin juste sous son string. Lude et moi, on a passé les dernières heures de l'année seule, en quête de nouveaux bars, de nouveaux visages, conduisant à l'aveugle dans les canyons, faisant de notre mieux pour faire fermer sa gueule à l'immense firmament nocturne à coups de grosses conneries. On n'y est pas arrivé à lui fermer sa gueule, je veux dire. Puis le vieux est mort. D'après ce que je sais aujourd'hui, il était américain. Même si, comme je devais le découvrir plus tard, les personnes qui travaillaient pour lui percevaient un accent dans sa voix, sans pour autant réussir à savoir d'où il venait. Il se faisait appeler Zampano. C'était inscrit sur le bail de l'appartement et sur plusieurs autres bouts de papier que j'ai trouvés. Je n'ai découvert aucune pièce d'identité, que ce soit
document officiel pouvant laisser supposer que oui, c'était bel et bien qui il disait être. Allez savoir d'où venait vraiment ce nom. Peut-être était-il authentique, peut-être inventé, peut-être était-ce un nom d'emprunt, un nom de plume, ou, mon explication préférée, un nom de guerre. Je vais passer l'histoire initiale. Miss Einstein. Le Navidson record. I saw the film today. Oh boy. The Beatles. Enthousiastes et détracteurs auront beau épuiser des dictionnaires entiers pour tenter de la décrire ou de la tourner en dérision. L'authenticité reste le mot le plus susceptible de provoquer le débat. Le fait est que cette obsession majeure, validée ou pas les enregistrements audio et vidéo, soulève invariablement un problème parallèle et plus général, déterminer si oui ou non, avec l'avènement du numérique, l'image a abdiqué son emprise naguère, incontestable sur la vérité. Dans l'ensemble, les sceptiques qualifient toute cette affaire de canular. Néanmoins, ils reconnaissent que le Navidson Record est un canular d'une exceptionnelle qualité. Malheureusement, ceux qui le tiennent pour authentique ont en général tendance à prendre au sérieux les ovnis qui font la une des tabloïds. À l'évidence, il n'est pas facile de paraître crédible quand, après cette portée garante de la véracité du film, on se met soudain à expliquer pourquoi Elvis est toujours vivant et probablement en train d'hiberner dans les Keys de Floride. Une chose demeure certaine, les controverses déclenchées par le film de Billy Meyer sur les soucoupes volantes ont été supplantées par la maison d'Ashtree Lane. Bien que de nombreuses personnes continuent à consacrer un temps et une énergie considérable aux antinomies, réalité ou fiction, représentation ou artifice, documents ou commentés, ces derniers temps, les textes les plus intéressants portent exclusivement sur l'interprétation des événements intrinsèques au film. Cette tendance semble plus prometteuse, même si la maison elle-même, telle le Behemoth de Melville, demeure rétive à toute synthèse, tout comme son sujet, la Navidson Record, entre lui aussi difficilement dans une catégorie ou un genre. Qu'on qualifie ce documentaire de récit gothique, de mythe folklorique urbain et contemporain, ou simplement d'histoire de revenants, ne l'empêchera pas tôt ou tard d'échapper à ses carcans. Il existe trop d'éléments dans le Navidson Record qui chevauchent les diverses frontières existantes. Là où on s'attendait à de l'horreur, du surnaturel ou au paroxysme traditionnel de l'effroi et de la peur, on découvre une tristesse dérangeante, un passage dans les isotopes radioactifs, ou même un épisode des Simpsons qui déclenche des rires. Au XVIIe siècle, le plus grand topographe anglais de monde satanique et divin a prévenu que l'enfer n'était rien de moins que des régions de chagrin, obscurité plaintive, où la paix ou le repos ne peuvent jamais habiter, l'espérance jamais venir, elle qui vient à tous, faisant ainsi écho aux paroles recopiées par le plus célèbre touriste des enfers, Tinancy. Amenan fluor coscleat, sinon l'eterne, io eterna duro, nasia dogni, speranza, voi centrat. Même aujourd'hui, nombreux
Heureux sont ceux qui ont toujours le sentiment que le Davidson Record, en dépit de tous ses raffinements existentiels et de toutes ses allusions contemporaines, continue à refléter ces mêmes sentiments. Le fait est que quelques divers fervents intellectuels ont déjà entrepris de considérer ce film comme un avertissement en soi et à soi-même, adressé, digne de figurer au fronton d'école comme l'architectonisme, le post-postmodernisme, le conséquentialisme, le néoplasticisme, la phénoménologie, la théorie de l'information, le marxisme, la biosémantique, sans parler de la psychologie de la médecine, de la spiritualité New Age, de l'art et même du néo-minimalisme. Will Davidson, toutefois, ne cesse d'insister pour qu'on prenne son documentaire au pied de la lettre. Comme il le dit lui-même, ne voyez là rien d'autre que ce qu'il y a. Et si un jour vous passez devant cette maison, ne vous arrêtez pas, ne ralentissez pas, passez votre chemin, il n'y a rien là-dedans. Faites attention. Étant donné la façon dont s'achève le film, il n'est pas surprenant que plus d'un ait décidé de suivre son conseil. La première fois que le Davidson Record apparut, ce ne fut pas tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il y a presque 7 ans, ce qu'on peut voir s'intituler Le couloir de 5 minutes et demie, une illusion d'optique d'une durée de 5 minutes et demie. À peine digne du premier étudiant en cinéma, fraîchement sorti de l'université de New York. Le problème, bien sûr, venait de la déclaration qui l'accompagnait, selon laquelle tout était vrai. Dans un plan continu, Davidson, que nous ne voyons en fait jamais, cadre un instant une porte dans le mur nord de son salon, avant de sortir de la maison, par une fenêtre située à l'est de cette porte. Puis trébuche légèrement dans un parterre de fleurs, dirige à nouveau la caméra du sol vers le mur blanc extérieur, marche vers la droite et s'introduit de nouveau dans la maison, par une seconde fenêtre, située cette fois à l'ouest de cette porte, où nous l'entendons rouspéter légèrement alors qu'il se cogne la tête au rebord, déclenchant un rire discret chez ceux qui sont présents dans la pièce. Vraisemblablement Karen, son frère Tom et son ami Billy Reston, même si, comme Davidson, eux non plus n'apparaissent pas à l'image, avant de finalement nous ramener au point de départ, achevant ainsi de contourner la porte, éprouvant du coup, sans l'ombre d'un doute, que la seule chose possible sur laquelle cette porte puisse ouvrir, c'est de l'isolant ou un mur. Et c'est alors que cessent les rires, tandis que la main de Davidson apparaît dans le cadre et pousse la porte, révélant un étroit et sombre couloir d'au moins 3 mètres de long, incitant Davidson à mener de nouveau son enquête, nous entraînant une fois de plus dans une pérégrination autour de cet étrange couloir, passant et repassant par les fenêtres, dirigeant la caméra là où le couloir devrait se trouver, mais ne révélant rien d'autre que le jardin. Nulle protubérance de 3 mètres, rien que des massifs de roses, un pistolet à fléchettes en mousse, tout sale, et l'air d'été translucide. En soi, un exercice d'incrédulité qui, malgré les meilleures intentions, ramène encore Davidson à cet impossible couloir, jusqu'au moment où, alors que la caméra commence à se rapprocher, menaçant cette fois d'y pénétrer pour de bon, Karen lâche d'un ton sec: « Ne t'avise pas de retourner là-dedans, Navi. » Sur quoi Tom ajoute: « Ouais, c'est pas une super idée. » Arrêtant ainsi Davidson sur le seuil, bien que ce dernier étant néanmoins une main à l'intérieur, la retire finalement et l'examine, comme si le simple regard pouvait déceler autre chose. Puis fournit la réponse neutre, qui sert également de conclusion, abrupte certes, à cet étrange court-métrage. C'est glacial, là-dedans. La dissémination du couloir de 5 minutes et demie parut motivée par la
seule curiosité. Personne ne le distribua officiellement. Aussi ne figura-t-il jamais dans aucun festival de cinéma, ni dans les circuits commerciaux. Au lieu de cela, des copies VHS circulèrent de main en main, des repiquages d'une qualité de plus en plus dégradée, d'une vidéo amateur montrant une maison franchement bizarre, avec très peu de détails concernant ses propriétaires, ou même l'auteur du film. Moins d'un an plus tard, un autre court-métrage fit son apparition. Il fut encore plus avidement recherché que le couloir de 5 minutes et demie, et donna lieu à de ferventes investigations pour débusquer Navidson et sa maison, qui toutes, pour une raison ou une autre, échouèrent. À la différence du premier, il ne s'agissait plus là d'un plan séquence, ce qui poussa de nombreuses personnes à penser que les 8 minutes constituant Exploration 4 étaient en fait les parties d'un plus grand tout. La structure d'Exploration 4 est discordante, voire, comme le démontre quantité de raccords, médiocre, bâclé. Le premier plan montre Navidson en train de finir une phrase. Il est fatigué, déprimé et pâle. Des jours, je crois, et je ne sais pas. Il voit quelque chose ou ignore quoi. En fait, j'aimerais y mettre le feu, mais j'arrive pas à penser assez clairement pour passer à l'acte. Rire. Et maintenant, ça... Le plan suivant montre Karen et Tom se disputer pour savoir s'il faut, oui ou non, partir à sa recherche. À ce stade, on ne sait pas de qui il parle. Suivent plusieurs autres plans. Des arbres en hiver, du sang sur le sol d'une cuisine, un plan d'un des enfants, Daisy, qui pleure, puis retour à Navidson. Juste cette cassette que j'ai largement vue et revue, davantage un souvenir qu'autre chose. Et pourtant, je ne sais toujours pas. Avait-il raison ou simplement perdu la tête? Suivi de 3 autres plans. Des couloirs sombres, des pièces sans fenêtres, des escaliers, puis une autre voie. Je suis perdue, plus de nourriture, très peu d'eau, aucun sens de l'orientation. Oh mon Dieu. La personne qui parle est un barbu, aux larges épaules et au regard affolé. Il s'exprime vite et paraît essoufflé. Holloway Robert, né à Menomonee, dans le Wisconsin. Licence à l'université de Mass. Il y a quelque chose ici. Une chose qui me suit. Qui me traque. Ça fait des jours qu'elle me traque, mais pour une raison qui m'échappe. Elle n'attaque pas. Elle attend. Elle attend quelque chose. Je ne sais pas quoi. Holloway Roberts, Menomonee, Wisconsin. Je ne suis pas seule ici. Je ne suis pas seule. Mettant ainsi un terme à cet étrange extrait qui, comme le révéla la sortie du Navidson Record, était en partie incomplet. Puis plus rien pendant 2 ans. Peu d'indices sur l'identité de ces personnes. Même si des photographes de presse finirent par reconnaître, dans l'auteur du film Will Davidson, le célèbre photoreporter qui avait reçu le Pulitzer pour une photo de fillette agonisant au Soudan. Malheureusement, cette découverte ne donna lieu qu'à quelques mois d'intenses spéculations. Ensuite de quoi, eu égard à l'absence de presse, de preuves d'une localisation de la maison, ou d'ailleurs de tout commentaire de Navidson lui-même, l'intérêt décrut. La plupart des gens se contentèrent de reléguer la chose au rang d'étranges canulars ou, du fait de son aspect inhabituel et fantasque, d'une absurde observation d'ovni. Toutefois, des copies médiocres circulèrent bel et bien, et dans certains cercles académiques branchés, un débat se fit jour. Le sujet était-il une maison hantée? Qu'entendait Holloway par perdu? Comment quiconque pouvait-il se perdre dans une maison pendant des jours? En outre, pourquoi quelqu'un d'aussi respecté que Navidson perdait-il son temps à tourner de courts-métrages de ce genre? Et
Une fois de plus, s'agissait-il d'un artifice ou de la réalité?